Cette odeur m'est familière, m'a souri ma belle-mère pour son anniversaire. Comme la pâtée pour chien que achète ma voisine. Mon mari et les invités se sont figés. Merci pour la vie, j'ai souri en retour, avant d'ajouter, mais ce n'est pas moi qui ai cuisiné ce plat. Le jour de son 60e anniversaire, devant toute sa famille réunie, ma belle-mère m'a regardé droit dans les yeux, un sourire glacial aux lèvres, et a déclaré que mon plat sentait la pâtée pour chien. Mon mari, mon protecteur supposé, assis juste à côté de moi, est resté complètement silencieux, comme pétrifié. L'air est devenu si lourd, si tendu, qu'on aurait pu le couper au couteau. Mais ce que ma belle-mère ignorait, le secret dévastateur que je gardais précieusement, c'est que ce soir-là, ce n'était pas moi qui avais cuisiné. Cette soirée a été le catalyseur qui a fait exploser des mois de mensonges, de manipulation et de lâcheté, et a révélé la vérité choquante sur la famille dans laquelle j'étais entrée. Cette histoire est intense, pleine de rebondissements, et je suis certaine que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront, hélas, dans certains aspects. Avant de plonger dans les détails de cette descente aux enfers, j'aimerais beaucoup créer un lien avec vous. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région ou même de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Et quelle heure est-il chez vous? C'est toujours un immense plaisir pour moi de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager et nous connecter. Maintenant, revenons au tout début. Pour que vous puissiez saisir l'ampleur de la trahison, il est essentiel que je vous raconte la naissance de notre amour, la pureté de nos débuts. Tout a commencé à Lyon, cette ville magnifique, le cœur battant de la gastronomie française. Mon histoire avec Antoine était, à l'origine, une recette parfaite, un équilibre de saveurs et de sentiments que je pensais infaillible. Je l'ai aperçu pour la première fois lors du grand salon culinaire du CIRA. J'étais là pour mon travail, je suis créatrice de recettes pour des magazines et des marques. Lui, il représentait un prestigieux domaine viticole de la Côte-Rôtie. Nos regards se sont croisés au-dessus d'un plateau de Saint-Marcellin crémeux. Il m'a souri, et ce sourire, il avait la chaleur d'un rayon de soleil d'été, la promesse de jours heureux. Antoine n'était pas un professionnel de la cuisine, mais il possédait une culture gastronomique et une passion pour les bonnes choses qui m'ont immédiatement séduite. Il parlait du vin avec la même poésie que celle que je mettais dans mes plats. Nos premiers rendez-vous étaient une évidence. Nous avons exploré les bouchons lyonnais, ces temples de la convivialité, partageant des quenelles sauce nantois et des pots de brouillis. Mais la véritable magie opérait dans ma petite cuisine de mon appartement du Vieux-Lyon. C'était mon royaume, mon laboratoire d'idées. Et Antoine en est rapidement devenu le spectateur le plus assidu, le dégustateur le plus dévoué. Il s'installait sur le coin du plan de travail, un verre de vin à la main, et me regardait, fasciné. Il ne voyait pas seulement une femme qui coupait des légumes ou surveillait une sauce. Tu ne te contentes pas de suivre une recette, Chloé, m'a-t-il dit un soir. Tu racontes une histoire. Tu danses avec les casseroles. Il goûtait tout, avec un enthousiasme enfantin qui me touchait au plus profond de mon être. Il était mon premier critique, mon plus grand supporter. Chaque plat, chaque nouvelle idée était d'abord validée par son palais et son regard pétillant. Notre amour s'est nourri de ces moments de partage, de cette complicité simple et gourmande. Moins d'un an après notre rencontre, il m'a demandé en mariage. C'était au sommet de la colline de Fourvière, avec tout Lyon scintillant à nos pieds. C'était une évidence, un « oui » qui venait du cœur. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime à la mairie, entourés de nos proches, suivis d'un repas inoubliable dans un restaurant sur les quais de Saône. Son oncle, Luc, un chef doublement étoilé que j'admirais depuis des années, a porté un toast qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Il nous a comparés à un accord mets et vin exceptionnel, où l'un sublime l'autre. J'épousais l'homme de ma vie, et j'avais l'impression d'être accueillie dans une famille qui comprenait et célébrait la passion qui m'animait. Nos premiers mois de mariage ont été un rêve éveillé. Nous avions notre petit cocon, et chaque soir était une fête. Je prenais un plaisir fou à expérimenter, à lui concocter des dîners qui le surprenaient. Il me surnommait sa « chef 3 étoiles personnelle ». Il était si fier. Il prenait des photos de mes assiettes pour les envoyer à ses amis sur WhatsApp. « Regardez le chef-d'œuvre que ma femme m'a encore préparé ce soir », écrivait-il. J'étais sur un nuage, persuadé que notre bonheur était aussi solide qu'un roc, que rien ne pourrait jamais venir ternir ce tableau parfait. Quelle naïveté!
Je ne savais pas que l'architecte de notre future destruction se tenait déjà dans l'ombre, affûtant ses armes en silence. Notre bulle de bonheur parfait, si douce et si réconfortante, a éclaté 6 mois seulement après notre mariage. C'était un mardi soir ordinaire, un de ces soirs où la vie semble suivre son cours paisible. Je préparais un risotto aux asperges vertes et au parmesan, la fenêtre de notre cuisine était grande ouverte, laissant entrer les bruits feutrés de la ville et la douceur d'un soir de printemps. Antoine est rentré du travail plus tard que d'habitude, et son visage n'était pas le même. Il était fermé, soucieux. Il tenait son téléphone portable à la main comme s'il pesait une tonne. « J'ai eu maman au téléphone », a-t-il annoncé. Son ton était plat, dépourvu de l'enthousiasme habituel. Sa mère, Martine, vivait seule depuis le décès de son mari, 2 ans plus tôt. Elle occupait une grande et belle maison bourgeoise sur les pentes de la Croix-Rousse, un quartier chic de Lyon. Une maison pleine de souvenirs, de meubles anciens, et visiblement, d'un vide immense qu'elle ne supportait plus. Elle se sent terriblement seule, Chloé, a continué Antoine, en évitant mon regard. La maison est trop grande pour elle. Elle, eh bien, elle nous a proposé de venir nous installer chez elle. Il a ajouté rapidement, comme pour atténuer le choc, juste pour quelque temps, bien sûr. Le temps qu'elle se réhabitue à une vie seule, qu'elle retrouve ses marques. Un frisson désagréable a parcouru mon échine. Quitter notre nid, notre premier appartement de jeune mariée, pour aller vivre sous le toit de ma belle-mère? L'idée me glaçait. Je l'avais rencontrée à plusieurs reprises, bien sûr, lors de dîners de famille ou de fêtes. Martine était une femme d'une élégance irréprochable, toujours vêtue de teintes neutres, un rang de perles discret autour du cou. Mais son sourire était une façade, une politesse de surface qui n'atteignait jamais ses yeux. Ses yeux, eux, étaient froids, scrutateurs. En sa présence, je me sentais constamment évaluée, comme si je passais un examen dont je ne connaissais pas les questions. « Antoine, mon chéri », ai-je répondu aussi doucement que possible, en posant ma cuillère en bois. Nous venons de nous marier. C'est important d'avoir notre chez nous, notre intimité. C'est le début de notre vie à deux. Il s'est approché, a pris mes mains dans les siennes. Ses paumes étaient moites. Je sais, mon amour, je le sais mieux que personne. Mais c'est ma mère. Elle est fragile en ce moment. Puis il a joué la carte qui allait me faire céder. Tu sais, mon père était un homme, compliqué. Très autoritaire. Toute mon enfance, j'ai appris à marcher sur des œufs, à éviter les conflits à tout prix pour maintenir une paix précaire à la maison. C'est ancré en moi. Voir ma mère dans cet état de détresse, ça me retourne. S'il te plaît, Chloé. Faisons-le pour elle. Ce ne sera que pour quelques mois. Son regard était suppliant. Je voyais l'angoisse d'un fils aimant, tiraillé entre sa femme et sa mère. Comment pouvais-je refuser? Je serais passée pour la belle-fille monstrueuse, celle qui isole son mari de sa pauvre mère veuve. Par amour pour lui, pour apaiser son anxiété, j'ai capitulé. D'accord, ai-je soupiré. Quelques mois. Mais juste quelques mois. Pour toi. Le jour du déménagement a été sinistre. Martine nous a accueillis avec son sourire de façade. Elle a fait le tour de nos cartons avec un air de superviseur. Son regard s'est attardé sur la pile marquée « Cuisine ». Oh là là, mais c'est une véritable batterie de cuisine professionnelle, s'est-elle exclamée avec un petit rire pincé. Tu dois vraiment aimer être très occupé. Le sous-entendu était clair, mon passe-temps était une agitation un peu vulgaire. La cuisine de sa maison était magnifique, équipée des derniers appareils électroménagers, mais elle était stérile. Pas une seule planche à découper usée, pas une seule tache sur le plan de travail en granit. C'était une cuisine de magazine, pas un lieu de vie. C'était son domaine, et je sentais déjà que ma présence y était à peine tolérée. Le premier soir, j'ai voulu bien faire. J'ai préparé un coq au vin, un classique réconfortant. J'y ai mis tout mon savoir-faire, espérant créer un moment de partage. Nous nous sommes attablés dans la salle à manger formelle. Martine a pris une minuscule bouchée, l'a mastiquée longuement, comme un expert en vin dégustant un grand cru. Puis, elle a délicatement tamponné ses lèvres avec sa serviette en lin. C'est intéressant, a-t-elle finalement prononcé. Le vin est assez puissant, n'est-ce pas?
Elle s'est tournée vers son fils. Ton père, que son âme repose en paix, préférait ma version. Moins, paysanne. Plus en finesse. Le mot « paysanne » a résonné en moi comme une insulte. J'ai levé les yeux vers Antoine, cherchant du soutien. Il a eu un petit rire gêné. C'est vrai que personne ne fait le coq au vin comme maman, a-t-il dit, en me faisant un clin d'œil qui se voulait rassurant. Mais ce n'était pas rassurant. C'était une esquive. Il venait de jeter ma cuisine sous le bus pour ne pas contrarier sa mère. Ce soir-là, en mangeant mon coq au vin qui avait soudain un goût de cendre, j'ai compris que les quelques mois à venir allaient être un très long chemin de croix. Les semaines qui ont suivi notre emménagement se sont écoulées au rythme d'une torture psychologique lente et insidieuse. La magnifique maison de la Croix-Rousse, avec ses hauts plafonds et ses parquets cirés, est devenue ma prison dorée. Martine avait instauré une guerre froide, une guerre d'usure où les armes n'étaient pas des cris, mais des soupirs, des regards en coin et des conseils empoisonnés, toujours distillés avec un sourire mielleux. Chaque fois que je mettais un pied dans la cuisine, je sentais son ombre derrière moi, son jugement silencieux pesant sur chacun de mes gestes. Elle était la gardienne du temple, et j'étais l'hérétique. Ses attaques n'étaient jamais frontales, ce qui les rendait d'autant plus perverses. C'était l'art de la critique déguisée en bienveillance. Un jour, alors que je montais une sauce béchamel à partir d'un roux, elle s'est approchée, l'air faussement concerné. « Oh, Chloé, ma chérie, pourquoi te donnes-tu tant de mal ? Les sauces en briques du supermarché sont si pratiques et vraiment très réussies de nos jours. Tu perds un temps précieux que tu pourrais utiliser pour autre chose. » Autre chose, signifiant, dans son langage, quelque chose de plus utile que cette agitation vaine. C'était sa manière de réduire ma passion à un caprice futile. Une autre fois, j'avais préparé avec amour un gratin dauphinois, la recette de ma grand-mère, celle qui avait bercé mon enfance. À table, elle a planté sa fourchette dedans avec un air d'expert. Tes pommes de terre semblent un peu, comment dire, effondrées, a-t-elle diagnostiqué. C'est sans doute la variété que tu as choisie. La prochaine fois, demande-moi. J'ai une technique secrète pour qu'ils se tiennent parfaitement, comme un gâteau. Chaque repas était devenu un examen oral, une évaluation de mes compétences, et je n'obtenais jamais la moyenne. J'ai tenté, à plusieurs reprises, d'alerter Antoine sur la situation. Un soir, alors que nous étions enfin seuls dans notre chambre, j'ai laissé éclater ma frustration. Je n'en peux plus, Antoine. Je suis à bout. Ta mère passe son temps à me critiquer, à saper tout ce que je fais. C'est invivable. Il a soupiré, ce soupir las que je commençais à haïr. Il s'est passé une main dans les cheveux, signe de son agacement. Chloé, franchement, tu prends tout mal. Maman est de la vieille école, elle est comme ça. Elle ne pense pas à mal, c'est sa façon de communiquer, de vouloir aider. Aider ? Mais elle ne m'aide pas, elle me détruit à petit feu. Tu ne vois donc pas que c'est personnel ? Que c'est une attaque contre moi ? Arrête avec ça, ce n'est pas personnel, a-t-il rétorqué, le ton plus sec. C'est juste sa personnalité. Fais un effort, essaie de l'ignorer. Ignorer. Le mot était si facile à prononcer pour lui. Mais comment ignorer ce venin distillé au quotidien ? Comment ignorer le fait que l'homme qui avait juré de me chérir et de me protéger était sourd et aveugle à ma détresse ? Il ne me protégeait pas. Il se protégeait lui-même, il protégeait sa précieuse tranquillité, cette paix familiale illusoire qui reposait entièrement sur mon sacrifice silencieux. Je me sentais piégé, isolé, et une amère rancœur commençait à germer en moi. La situation a franchi un nouveau cap, passant de la guerre psychologique au sabotage pur et simple, un mardi après-midi. Je travaillais à distance pour un client important, un traiteur de luxe. Je devais finaliser une proposition pour un menu de mariage, un contrat qui pouvait vraiment lancer ma carrière de consultante. J'étais installé à la grande table de la salle à manger, mon ordinateur portable ouvert, entouré de mes notes, de mes livres, complètement absorbé. Martine est entrée dans la pièce, un verre de vin rouge à la main. Elle s'est approchée, prétextant s'intéresser à mon travail. C'est très impressionnant tout ça, a-t-elle dit en se penchant au-dessus de mon épaule. Et là, dans un mouvement soi-disant maladroit, son verre a basculé. Le vin rouge s'est déversé en une vague pourpre sur le clavier de mon ordinateur. Oh, mon Dieu!
Quelle catastrophe! Je suis impardonnable, s'est-elle écriée, la main devant la bouche pour feindre l'horreur. Ma pauvre Chloé, je suis si confuse. Mais pendant une fraction de seconde, avant qu'elle ne compose son masque de désolation, j'ai vu une lueur dans ses yeux. Une lueur de triomphe. L'écran de mon ordinateur a grésillé puis s'est éteint. Le silence. Mon travail de toute la semaine, mes contacts, mes idées, tout était potentiellement anéanti. La panique m'a serré la gorge. Antoine est arrivé, attiré par les exclamations de sa mère. Il a vu la scène, moi, pétrifié, l'ordinateur baignant dans le vin, et sa mère jouant la comédie de la maladresse. Et quelle a été sa première réaction? Il a mis un bras réconfortant autour des épaules de Martine. Ce n'est rien, maman, ce n'est qu'un accident, ça arrive, a-t-il dit pour la calmer. Puis, il s'est tourné vers moi. On va le mettre dans du riz. Ne t'inquiète pas. Ne pas m'inquiéter? Mon outil de travail était mort. Ma carrière était en jeu. Et mon mari consolait la saboteuse. Ce jour-là, j'ai compris que ce n'était plus seulement une question de jalousie culinaire. C'était une déclaration de guerre. Et dans cette guerre, j'étais seule. Mon mari n'était pas un allié. Il était, au mieux, un spectateur passif, au pire, un complice silencieux. Je pensais avoir touché le fond de la solitude et de la trahison. Mais je me trompais. Le pire était encore à venir, et il aurait le goût amer de l'humiliation publique. Le soir de l'humiliation suprême, le ciel de Lyon était bas et lourd, déversant une pluie fine et continue qui semblait vouloir laver la tristesse du monde. C'était un vendredi, et cette météo maussade était le reflet parfait de mon état d'esprit. Pour combattre cette grisaille intérieure, pour me prouver à moi-même que j'existais encore, j'ai décidé de me lancer dans un acte de résistance culinaire. J'allais préparer un bœuf bourguignon. Pas une version rapide et simplifiée. Non. Le vrai, l'authentique. Celui qui demande du temps, de la patience et une bonne dose d'amour. Celui dont le parfum embaume la maison pendant des heures, promettant chaleur et réconfort. C'était ma façon de crier en silence, de répondre à l'agressivité par la générosité, au mépris par la beauté d'un plat parfaitement exécuté. J'ai passé tout l'après-midi dans la cuisine, qui était devenue mon refuge et mon champ de bataille. J'ai choisi avec soin ma pièce de bœuf chez le boucher, je l'ai fait mariner. J'ai fait dorer chaque morceau de viande avec une attention méticuleuse. J'ai préparé ma garniture aromatique, mes petits oignons glacés à brun, mes champignons de Paris frais. La longue et lente cuisson a commencé, et peu à peu, la maison s'est remplie de cette odeur riche et complexe de vin rouge, de thym, de laurier et de viande confite. C'était, pour moi, le parfum même du foyer, de la tradition, du partage. Dans un coin de mon cœur, une lueur d'espoir absurde persistait. Peut-être que la magie de ce plat intemporel pourrait, le temps d'un dîner, faire fondre la glace. Le soir, j'ai dressé les assiettes avec un soin particulier. Le bœuf, si tendre qu'il s'effilochait à la fourchette, reposait sur un lit de purée de pommes de terre maison, riche en beurre et en crème. Quelques croûtons aillés pour le croquant. C'était plus qu'un plat, c'était une offrande de paix. Nous nous sommes installés à table. J'ai servi Antoine, puis Martine. J'ai attendu, le cœur battant un peu trop fort. Martine a contemplé son assiette pendant un long moment, sans y toucher. Puis, elle a commencé son petit spectacle. Elle a d'abord levé la tête et a ostensiblement reniflé l'air, en plissant le nez avec une expression de profond dégoût. Elle a ensuite baissé les yeux vers son assiette, comme si elle contenait quelque chose de répugnant. Enfin, elle a levé son regard vers moi, un regard brillant d'une cruauté calculée. « Mon Dieu » a-t-elle commencé, sa voix claire et portant dans le silence pesant de la salle à manger. Cette odeur, elle me rappelle quelque chose. Elle a marqué une pause dramatique, s'assurant que toute l'attention était bien fixée sur elle. Ah, ça y est, je sais. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ça me rappelle la pâtée pour chien que ma voisine, Madame Dubois, achète pour son vieux caniche tout édenté. Le temps s'est suspendu. La phrase a explosé en silence au milieu de la table, pulvérisant les derniers vestiges de mon espoir. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Mes mains, posées de chaque côté de mon assiette, sont devenues froides comme du marbre.
Mon regard a immédiatement cherché celui d'Antoine. Il était figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, son visage un masque de stupeur. Il a regardé sa mère, puis il m'a regardé. J'ai vu la panique dans ses yeux, la supplication. Il me demandait silencieusement de ne pas réagir, de ne pas faire de scène. J'ai attendu. 1 seconde. 2 secondes. Une éternité. J'ai attendu qu'il dise un mot. Un seul mot. Maman, ça suffit. Maman, tu vas trop loin. N'importe quoi. Mais le silence a été sa seule réponse. Un silence assourdissant, un silence qui était un abandon, une trahison en direct. Martine, savourant son triomphe, a achevé son œuvre. Elle a repoussé son assiette avec le bout de ses doigts manucurés, comme si elle était souillée. Je suis vraiment désolée, ma chérie, a-t-elle ajouté avec une fausse compassion. Mais c'est beaucoup trop fort. C'est écœurant. Je ne peux vraiment pas avaler ça. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Une vague de calme étrange, presque effrayant, m'a submergée. J'ai lentement posé mes couverts, sans un bruit. Je me suis levée. J'ai pris mon assiette, celle qui contenait des heures de mon temps et un morceau de mon cœur, et je suis sortie de la salle à manger, la tête haute. En franchissant le seuil, j'ai entendu le son qui a scellé le destin de notre mariage, le petit cliquetis de la fourchette d'Antoine contre la porcelaine. Il avait commencé à manger. Il avait choisi son camp. Cette nuit-là, sur le canapé, je n'ai pas seulement pleuré un plat insulté. J'ai pleuré la mort de l'amour, la mort de la confiance. Dites-moi dans les commentaires, sincèrement, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous tout quitté sur le champ? Auriez-vous confronté votre mari? Vos avis comptent énormément pour moi. Cette nuit-là, la tristesse a laissé place à une résolution froide comme l'acier. Martine avait déclaré la guerre. Elle ne savait pas encore que j'allais recruter un général pour mener la contre-offensive. Le lendemain matin de l'humiliation, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit nouvelle et terrifiante. La tristesse avait disparu, remplacée par une colère froide et une détermination inébranlable. Le petit déjeuner a été une scène de théâtre de l'absurde. Martine, radieuse, agissait comme si la veille au soir n'avait été qu'un rêve, me proposant des croissants avec un sourire éclatant. Antoine, lui, était l'image même de la culpabilité. Il n'osait pas me regarder, gardant les yeux fixés sur son bol de café, le dos voûté. Son silence du matin était encore plus assourdissant que celui de la veille. J'ai compris à ce moment précis que je ne pouvais plus rien attendre de lui. Il était un soldat qui avait déserté le champ de bataille avant même que le combat ne commence. Pour me sauver, je devais trouver mes propres alliés. Dès que Martine est partie pour son cours de yoga, j'ai pris mon téléphone et je suis sortie m'isoler dans le jardin. Le ciel était d'un bleu pur, ironiquement serein. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une sorte d'excitation fébrile. Ma décision était prise. J'ai cherché dans mes contacts et j'ai appuyé sur le nom de la seule personne de cette famille qui m'avait toujours témoigné un respect sincère et une chaleur humaine, Luc. L'oncle d'Antoine. Le grand chef. Mon idole. Il a décroché presque immédiatement, sa voix de baryton, chaleureuse et réconfortante, a résonné dans le combiné. Chloé. Quelle merveilleuse surprise. Comment vas-tu, ma petite? Et là, le barrage a cédé. Tout est sorti dans un flot incontrôlable de mots et de larmes. J'ai tout déballé, sans filtre. Les piques incessantes, les critiques déguisées, l'incident de l'ordinateur portable noyé sous le vin rouge, et enfin, le coup de grâce, l'humiliation abjecte du bœuf bourguignon et de la pâté pour chien. J'ai surtout insisté sur le silence d'Antoine, ce silence qui m'avait poignardé en plein cœur. Luc m'a écouté. Vraiment écouté. Sans m'interrompre, sans juger. Il a laissé des silences respectueux quand ma voix se brisait. C'était un soulagement inouï de pouvoir enfin parler à quelqu'un qui comprenait. Quelqu'un qui savait que la cuisine n'est pas qu'une simple affaire de nourriture, mais une affaire de cœur, de générosité, d'amour. Quand j'ai finalement terminé mon récit, à bout de souffle, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'ai cru un instant qu'il ne savait pas quoi dire. Puis, sa voix a retenti, calme, mais vibrante d'une colère contenue. Je la connais,
ma sœur, a-t-il dit. Martine a toujours été comme ça. Elle a un besoin maladif de tout contrôler, et surtout, de contrôler son fils. Ton arrivée, ton talent, ton bonheur avec Antoine, tout ça représente une perte de contrôle qu'elle ne peut pas supporter. Ce n'est pas ta cuisine qu'elle attaque, Chloé. C'est toi. Ne doute jamais de toi. Tu n'as absolument rien fait de mal. Ces mots ont eu l'effet d'un baume puissant sur mon âme meurtrie. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas paranoïaque. Quelqu'un voyait enfin la vérité. Et c'est à cet instant précis que l'idée a jailli dans mon esprit. Une idée folle, théâtrale, presque diabolique. Mais c'était la seule solution. Luc, ai-je dit, ma voix retrouvant soudain une force que je ne lui connaissais plus. Le 60e anniversaire de Martine est dans 3 semaines. Antoine va inévitablement me demander de préparer le repas pour la grande fête de famille. Et tu vas refuser, j'espère bien, a-t-il répondu du tac au tac. Non, ai-je rétorqué. Au contraire. Je vais accepter avec le plus grand des sourires. Mais j'ai un plan. Un plan pour la démasquer. Et j'ai besoin de vous. Je lui ai alors exposé mon idée, le cœur battant à tout rompre. Je lui ai demandé s'il accepterait de cuisiner, en secret, l'intégralité du menu d'anniversaire. Un menu digne de son restaurant étoilé. Moi, je jouerais la comédie. Je m'affairerais en cuisine, je ferais semblant de tout préparer, je dresserais les assiettes et je les servirais. Tout le monde, et surtout Martine, penserait que c'est mon œuvre. Nous allions lui tendre un piège. Un piège parfait pour exposer sa méchanceté et sa mauvaise foi au grand jour. Il y a eu un autre silence, plus long cette fois. J'ai retenu ma respiration, priant pour qu'il accepte. Puis, j'ai entendu un petit rire grave et amusé. Chloé, ma petite, a-t-il dit, c'est un plan machiavélique. J'adore. C'est d'une audace folle. Bien sûr que je marche avec toi. On va lui concocter un anniversaire qu'elle n'est pas près d'oublier. Pour la première fois depuis des mois, un vrai sourire, large et sincère, a illuminé mon visage. Je n'étais plus seule. J'avais un allié, et quel allié! Nous avons passé l'heure suivante au téléphone, comme 2 conspirateurs, à élaborer le menu, à peaufiner chaque détail de notre stratagème. Chaque plat était choisi avec une intention précise. Le plan était en marche. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Le nôtre serait servi chaud, et devant témoins. Les 3 semaines qui ont précédé l'anniversaire de Martine se sont déroulées dans une atmosphère de tension palpable, une sorte de calme avant la tempête. De mon côté, je jouais mon rôle à la perfection. Comme je l'avais anticipé, Antoine est venu me voir quelques jours après ma conversation avec Luc, l'air d'un chien battu. Maman serait tellement heureuse si tu acceptais de cuisiner pour son anniversaire, m'a-t-il demandé, sans oser me regarder dans les yeux. Ce serait un geste de paix formidable. J'ai accepté avec un sourire si angélique qu'il en a été visiblement soulagé. Il n'a pas décelé la lueur d'acier dans mon regard. Bien sûr, mon chéri. Ce sera un plaisir de faire ça pour ta mère, ai-je répondu. Notre conspiration avec Luc s'est mise en place avec une précision militaire. Il préparait les plats dans les cuisines de son restaurant, tard le soir, après le départ de sa brigade. Puis, au petit matin, avant que la maison ne s'éveille, il me livrait discrètement les préparations sous vide. Je les dissimulais au fond du grand congélateur du sous-sol, derrière des sacs de haricots verts et des boîtes de glace à la vanille, les préférés de Martine. C'était notre petite opération clandestine. En journée, je donnais le change. Je passais des heures en cuisine, mais pour faire semblant. Je sortais mes livres de recettes les plus complexes, je rédigeais des listes de courses interminables, je hachais des légumes que j'utilisais ensuite pour des soupes. Martine me surveillait du coin de l'œil, un petit sourire narquois aux lèvres. Elle me voyait m'agiter et pensait sans doute que j'essayais de l'impressionner. Ne te mets pas la pression, ma chérie, m'a-t-elle conseillé un après-midi, avec une fausse sollicitude. Fais quelque chose de simple, que tu maîtrises. Personne ne s'attend à ce que tu nous fasses du 3 étoiles. J'ai acquiescé avec une humilité feinte. Tu as tout à fait raison, Martine. Je ferai de mon mieux pour ne décevoir personne. Le grand jour est enfin arrivé. C'était un samedi d'avril radieux,
le genre de journée où le soleil semble complice de vos projets. J'ai passé la journée à m'affairer, à réchauffer, à assembler et à dresser les chefs-d'œuvre préparés par Luc. Les parfums qui s'échappaient de la cuisine étaient absolument divins. Antoine passait de temps en temps une tête par la porte. « Waouh, Chloé, ça sent incroyablement bon, disait-il, avec un air presque étonné, ce qui ne manquait pas de m'irriter. Les invités sont arrivés à partir de 19h. La famille proche, une quinzaine de personnes. Les frères et sœurs de Martine, leurs conjoints, leurs enfants. Parmi eux, Sophie, la jeune cousine d'Antoine, qui m'a toujours gratifié d'un sourire chaleureux et d'un regard compatissant. Et bien sûr, notre complice, Luc, qui est arrivé en dernier, magnifique dans son costume, avec une caisse de champagne à la main. Il m'a serré dans ses bras et m'a glissé à l'oreille, le spectacle peut commencer. J'avais dressé la table avec un soin méticuleux, une nappe en lin blanc immaculé, la vieille vaisselle de famille en porcelaine de Limoges, des bouquets de pivoine fraîche. Je voulais que la scène du crime soit parfaite. Martine, vêtue d'une robe en soie beige et de son éternel collier de perles, s'est installée en bout de table, telle une reine s'apprêtant à juger ses sujets. Le dîner a commencé. J'ai servi la première entrée, un tartare de dorade royale aux agrumes et à l'huile de vanille de Tahiti. Des O et des A admiratifs ont fusé. « Chloé, c'est une pure merveille », s'est exclamé un oncle. Martine, elle, a mangé sa part en silence, le visage fermé. Puis est arrivé le risotto crémeux au cèpe frais et à l'huile de truffe blanche. Les éloges ont redoublé d'intensité. Sophie m'a fait un grand pouce en l'air. Martine a daigné commenter, le riz est un tout petit peu trop al dente à mon goût. J'ai encaissé le coup avec un sourire imperturbable. Et enfin, le plat de résistance. Le clou de notre spectacle. Le plat qui allait servir de détonateur. J'ai apporté sur la table le canard à l'orange confit, la peau parfaitement laquée et croustillante, accompagnée d'une mousseline de panais à la noisette du Piémont. C'était une assiette digne d'un palace. J'ai servi chaque invité. Quand je suis arrivée devant Martine, elle a regardé son assiette pendant un très long moment. Puis, elle a commencé son numéro. Exactement comme je l'avais espéré. Elle a levé la tête, a reniflé l'air avec ostentation, le même petit jeu de nez dédaigneux que pour mon bœuf bourguignon. Puis elle a levé son regard vers moi, un regard triomphant, et elle a parlé, sa voix claire et forte, pour que personne dans l'assemblée n'en perde une seule syllabe. Décidément, a-t-elle commencé, en me fixant. Cette odeur m'est familière. Elle a savouré son effet. Comme la pâtée pour chien qu'achète ma voisine. C'est joliment présenté, je dois te l'accorder. Mais le contenu reste médiocre. Le silence est tombé, si brutal qu'il en était douloureux. Antoine a ouvert la bouche, a balbutié « Maman, s'il te plaît », mais sa voix est morte dans sa gorge. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, attendant ma réaction, mes larmes, mon effondrement. C'était le moment. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé ma belle-mère droit dans les yeux, et j'ai souri. Un sourire calme, presque amusé. « Merci pour ton avis, Martine, ai-je dit, ma voix parfaitement posée. Un frisson a parcouru la tablée. Puis, j'ai asséné la phrase qui allait faire voler en éclats sa petite mise en scène. Mais ce n'est pas moi qui ai cuisiné ce plat. Ma phrase a eu l'effet d'une détonation dans le silence de la salle à manger. Tous les visages se sont tournés vers moi, stupéfaits. Martine m'a regardé avec un mélange d'incrédulité et de mépris. « Comment ça, ce n'est pas toi ? Arrête de dire des bêtises, Chloé. Assume au moins tes échecs. » Elle s'apprêtait à continuer sa tirade, mais une autre voix s'est élevée, calme et puissante, depuis l'autre bout de la table. C'était la voix de Luc. Il a lentement posé ses couverts de chaque côté de son assiette. Le petit bruit cristallin du métal contre la porcelaine de Limoges a résonné comme un coup de marteau de juge. « C'est particulièrement amusant que tu dises ça, Martine, a-t-il commencé d'un ton faussement détaché, en s'essuyant la bouche avec sa serviette. Parce que ce plat, cette pâtée pour chien médiocre, c'est moi qui l'ai préparé. De A à Z. » Le visage de Martine s'est figé. Sa couleur a viré du rose de l'arrogance au blanc cireux de la stupéfaction, avant de s'empourprer sous l'effet de la rage et de l'humiliation. « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?
C'est une mauvaise plaisanterie, a-t-elle bafouillé, sa voix devenant soudainement stridente. Ce n'est absolument pas une plaisanterie, a rétorqué Luc, son calme olympien rendant la scène encore plus intense. Il a balayé l'assemblée du regard, s'assurant de capter l'attention de chacun. Chloé et moi avons collaboré pour ce dîner. Pour être tout à fait exact, j'ai eu le plaisir de cuisiner, et Chloé a eu l'infinie gentillesse de tout organiser, de dresser les assiettes et de vous servir. C'est donc bien ma cuisine que vous avez dans vos assiettes ce soir. Il a laissé cette révélation flotter dans l'air pendant quelques secondes interminables. Les invités se regardaient, bouche bée. Leur regard allait de Luc à Martine, puis à moi, puis à Antoine, qui semblait vouloir disparaître sous la table. Il venait de comprendre l'ampleur du piège, et sa propre place dans cette farce tragique. Alors, tu es en train de me dire que... a commencé Martine, sa voix étranglée par la fureur. Je suis en train de te dire, l'a coupé Luc, son ton devenant glacial, que tu viens de comparer la recette signature de canard à l'orange, celle-là même qui a valu à mon restaurant sa première étoile au guide Michelin, à de la vulgaire pâtée pour chien. Oui, Martine. C'est précisément ce que je suis en train de te dire. La sentence était tombée. Publique. Irrévocable. Luc s'est alors levé, non pas de colère, mais avec la lenteur et la gravité d'un procureur lors de son réquisitoire. Il a posé ses mains sur la table et s'est penché légèrement en avant, fixant sa sœur. Maintenant, ça suffit, a-t-il dit, sa voix baissant d'un ton, devenant profonde et menaçante. J'en ai assez de ce petit jeu cruel. J'en ai assez de te regarder la harceler, la rabaisser, la détruire psychologiquement depuis des mois. Pour quelle raison? Par jalousie? Pour garder ton emprise sur ton fils? Son regard s'est ensuite tourné vers Antoine, un regard si dur et si méprisant que j'en ai eu froid dans le dos. Et toi, a-t-il lancé, en le pointant du doigt. Toi, le fils, le mari. J'en ai assez de te voir te comporter comme un lâche. Un homme, un vrai, ça protège sa femme. Ça la défend, publiquement. Ça ne la laisse pas se faire dévorer par sa propre mère pour acheter une paix de pacotille. Ton silence n'est pas de la neutralité, c'est de la complicité. Et c'est pathétique. Antoine a littéralement encaissé les mots, se recroquevillant sur sa chaise comme s'il venait de recevoir une volée de coups. Luc a repris, en s'adressant à nouveau à Martine. Tu comprends, maintenant? Le problème, ça n'a jamais été la cuisine de Chloé. La preuve en est faite ce soir. Le problème, c'est Chloé elle-même. C'est son talent, c'est sa lumière, c'est le bonheur qu'elle apporte à ton fils que tu ne supportes pas. Et ça, ma chère sœur, ça ne fait pas de toi une mère protectrice. Ça fait de toi une personne profondément méchante et toxique. Personne n'a osé respirer. La vérité, crue, violente, avait été exposée sous la lumière crue des chandeliers. Martine, le visage déformé par la rage et l'humiliation, s'est levée d'un geste si brusque qu'elle a failli renverser son verre. Sans un mot, sans un regard pour qui que ce soit, elle a tourné les talons et a fui la salle à manger. Quelques secondes plus tard, on a entendu le claquement violent d'une porte à l'étage. Antoine, balbutiant des excuses confuses à l'assemblée, s'est levé à son tour et a couru la rejoindre. Le dîner d'anniversaire était officiellement terminé. La bombe avait explosé, laissant derrière elle un champ de ruines. Et au milieu de ce désastre, je me sentais étrangement calme. Je savais que ce n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement de ma nouvelle vie. Après la fuite spectaculaire de Martine et la débandade d'Antoine, un silence de mort s'est abattu sur les convives restants. C'était une scène surréaliste, des assiettes à moitié vides d'un repas étoilé, des visages décomposés, et une tension si épaisse qu'elle en était suffocante. Les oncles, tantes et cousins se sont lancés des regards embarrassés, personne ne sachant comment briser le malaise. C'est Luc, toujours souverain, qui a mis fin à cette agonie. Il a levé son verre. Eh bien, a-t-il dit avec une pointe d'ironie noire, je crois qu'il est temps de laisser la reine de la fête digérer la nouvelle. C'était le signal de la dispersion. En moins de 10 minutes, la maison s'est vidée, me laissant seule avec Luc au milieu des vestiges de ce qui aurait dû être une fête. J'ai commencé à débarrasser la table, mes gestes étaient lents, presque robotiques. J'étais dans un état de choc étrange, un mélange d'épuisement et de soulagement.
Luc m'a aidé, et son silence complice était plus réconfortant que n'importe quel discours. La vérité avait été dite, il n'y avait rien à ajouter. Une bonne demi-heure plus tard, alors que nous terminions la vaisselle, j'ai entendu les pas d'Antoine dans l'escalier. Il est entré dans la cuisine. Il avait l'air d'un fantôme. Ses yeux étaient bouffis, son teint cireux. Il avait visiblement pleuré. Elle est inconsolable, a-t-il commencé d'une voix blanche. Ah oui? Quelle surprise, ai-je répondu d'un ton glacial, sans me retourner. Elle dit qu'elle ne le pensait pas comme ça. Que c'était une sorte de mauvaise blague. Une façon de te taquiner. J'ai éclaté d'un rire sec, un rire qui n'avait aucune trace de joie. Une blague? Vraiment? Alors ça fait des mois qu'elle me taquine. Je dois avouer que son sens de l'humour est très particulier. Je suis désolée, Chloé, a-t-il murmuré, les mots semblant lui écorcher la gorge. Je me suis enfin retournée pour lui faire face, en m'essuyant les mains sur un torchon. Non, Antoine. Tu n'es pas désolé. Tu es désolé de t'être fait humilier publiquement. Tu es désolé que ton oncle ait mis en lumière ta propre lâcheté. Mais tu n'es pas désolé de m'avoir laissé endurer ça. Pas une seule fois, en 6 mois, tu n'as pris ma défense. Ce n'est pas vrai, s'est-il défendu, mais sa voix manquait de conviction. Je lui ai parlé. Plusieurs fois. En privé. Je lui ai dit d'arrêter ses piques. En privé, ai-je répété, le mot me brûlant les lèvres. Mais tu ne comprends donc rien? Une défense qui se fait en privé, c'est une trahison qui se fait en public. Tu as choisi ton camp depuis le début. Tu as choisi de ne pas choisir, ce qui est la pire des lâchetés, car cela revenait à la choisir elle, par défaut. J'ai jeté le torchon sur le plan de travail. Ma décision était prise, irrévocable. Je pars, ai-je annoncé, ma voix d'une clarté effrayante. Dès demain, je me trouve un endroit où dormir. Je ne passerai pas une nuit de plus sous ce toit. La panique a déformé ses traits. Quoi? Non, Chloé, attends. On peut arranger les choses. Je te promets que ça va changer. Il n'y a plus rien à arranger, Antoine. Tu as laissé la pourriture s'installer, et maintenant tout est gangrené. Dès le lendemain, j'ai trouvé un petit appartement meublé en location courte durée dans le quartier de la Presqu'île. J'ai fait mes valises en moins d'1 heure, ne prenant que le strict nécessaire. Antoine tournait autour de moi, me suppliant, pleurant. Je ne l'entendais plus. J'étais déjà partie. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. Un soulagement immense d'être enfin seul, au calme. Mais aussi une tristesse infinie face à ce gâchis. Luc m'appelait tous les jours, s'assurant que je tenais le coup. Mais le coup de grâce, la preuve finale et irréfutable de la perversion de cette famille, n'était pas encore arrivé. Un mois, jour pour jour, après mon départ, Antoine m'a appelé. Sa voix était étrangement optimiste. Maman veut sincèrement se faire pardonner, m'a-t-il annoncé. Elle a énormément réfléchi. Elle a compris ses erreurs. Elle voudrait t'inviter à dîner dimanche. Un dîner de réconciliation. Juste nous 3. Elle veut te présenter des excuses officielles. Mon instinct hurlait au piège. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Antoine. S'il te plaît, Chloé, a-t-il insisté, sa voix devenant suppliante. Fais-le pour moi. Pour nous. C'est peut-être notre dernière chance de sauver quelque chose. Et comme une imbécile, contre toute logique, j'ai accepté. Une infime partie de moi, celle qui avait tant aimé cet homme, voulait encore croire à une possible rédemption. Le dimanche soir, je suis arrivée chez Martine, le cœur serré. L'atmosphère était pesante. Elle m'a lu des excuses qui sonnaient faux, apprises par cœur. Le dîner, un simple rôti de veau, s'est déroulé dans une conversation forcée. Puis est arrivé le dessert. J'ai fait un tiramisu, a-t-elle annoncé avec un petit sourire. Je sais que c'est ton dessert italien préféré. Elle m'a servi une part généreuse. J'ai pris ma cuillère, et j'ai goûté. La texture était onctueuse, mais le goût était immonde. Sous le café et le mascarpone, il y avait un arrière-goût écœurant. Un goût métallique, un goût de viande. Un goût de bas-fond, absolument répugnant. J'ai failli vomir.
J'ai reposé ma cuillère, mon sang se glaçant dans mes veines. Une idée horrible, grotesque, a germé dans mon esprit. Je me suis levée sans un mot, je suis allée directement à la poubelle de la cuisine, et je l'ai ouverte. Et là, flottant au-dessus des épluchures, il y avait une petite barquette en aluminium vide. Une barquette de mousse de foie de volaille, une pâtée de luxe pour chat. Je suis revenue dans la salle à manger, la barquette à la main. Je l'ai jetée sur la table. Des excuses sincères, Antoine, ai-je demandé, ma voix n'étant plus qu'un murmure de dégoût absolu. J'ai tourné les talons et je suis partie. Cette fois, c'était pour de bon. Il n'y avait plus rien à sauver. Il n'y avait que la nécessité de fuir, et de survivre. Quitter cette maison pour la seconde et dernière fois a été comme remonter à la surface après une noyade. L'air me semblait plus pur, les couleurs plus vives. La trahison du tiramisu était si grotesque, si vile, qu'elle a eu un effet paradoxal, elle a anéanti les derniers vestiges de doute et de tristesse pour ne laisser place qu'à une certitude froide et absolue. Je devais couper tous les ponts, radicalement et définitivement. Les premiers jours ont été un flou administratif et émotionnel. J'ai contacté une avocate et j'ai lancé la procédure de divorce pour faute. Antoine n'a opposé aucune résistance. Je pense que même lui, dans son abîme de déni, a compris qu'il n'y avait plus rien à défendre. Nos échanges se sont limités à des courriels glacials entre nos avocats respectifs. C'était une fin clinique et impersonnelle pour une histoire qui avait commencé avec tant de passion. Dans ce chaos, Luc a été mon phare. Il n'a pas été seulement un soutien moral, il a été un catalyseur pour ma reconstruction. Un soir, alors que nous partagions une assiette de charcuterie dans son restaurant désert après le service, il m'a regardé avec une intensité rare. « Chloé, a-t-il dit, cette femme a essayé de te détruire. Elle a attaqué ce que tu as de plus précieux, ton talent, ta confiance en toi. La pire chose que tu puisses faire maintenant, c'est de la laisser gagner. Ne la laisse pas éteindre ta flamme. C'est le moment de te relever et de construire quelque chose qui t'appartient, quelque chose qu'elle ne pourra jamais toucher. » Ces mots ont résonné en moi avec une force incroyable. Il avait raison. Ma meilleure vengeance ne serait pas la haine, mais la réussite. Ma plus belle revanche serait de transformer cette expérience destructrice en quelque chose de beau et de positif. Luc ne s'est pas contenté de paroles. Il est passé aux actes. Il m'a fait une proposition qui a changé le cours de ma vie. Il était propriétaire d'un petit local commercial inoccupé dans le quartier Saint-Georges, au cœur du Vieux-Lyon. Une ancienne échoppe avec des pierres apparentes et un charme fou. « Il est à toi si tu en veux », m'a-t-il dit simplement. « Fais en ce que tu veux. Un atelier, un petit restaurant, un salon de thé. C'est ta toile blanche. Je serai ton garant et ton premier investisseur. » J'ai fondu en larmes, mais pour la première fois depuis longtemps, c'était des larmes de gratitude et d'espoir, pas de chagrin. C'était la main tendue dont j'avais désespérément besoin pour remonter la pente. Je me suis jetée dans ce projet avec une énergie féroce, l'énergie de la survie. Pendant des semaines, j'ai vécu dans ce local, le transformant de mes propres mains. J'ai poncé les vieilles poutres, j'ai repeint les murs en une couleur chaude et accueillante, j'ai chiné des meubles dans les brocantes. Je ne voulais pas créer un restaurant guindé. Je voulais un lieu qui me ressemble, un lieu de partage et d'authenticité. L'idée d'une table d'hôte s'est imposée. Une seule grande table en chêne massif, pouvant accueillir 12 convives chaque soir. Un menu unique, changeant au gré des saisons et de mes inspirations, élaboré avec les produits frais du marché Saint-Antoine, juste de l'autre côté de la Saône. Le plus difficile a été de trouver un nom. Je voulais un nom qui ait du sens, qui raconte mon histoire sans la dévoiler. Un soir, épuisée mais heureuse, assise sur le sol de mon futur restaurant, le mot m'est apparu comme une évidence, le courage. Parce que c'est tout ce qu'il m'avait fallu. Le courage de dire non. Le courage de partir. Le courage de tout recommencer à zéro. Le courage de croire à nouveau en ma passion et en moi-même. L'ouverture s'est faite en toute discrétion, sans aucune publicité. Le premier soir, la table était occupée par Luc et quelques-uns de ses amis, des critiques gastronomiques et des journalistes. J'étais terrifiée, mais dès que j'ai commencé à cuisiner, le trac a disparu. J'étais dans mon élément, dans mon royaume. Le lendemain,
un premier article élogieux est paru dans un blog culinaire lyonnais, parlant d'une « cuisine du cœur », pleine de sincérité et de talent. Le bouche à oreille a fait le reste. En quelques semaines, ma table d'hôte était complète des mois à l'avance. Chaque soir, je voyais des inconnus s'asseoir à ma table et repartir en amis. Je ne cuisinais plus pour prouver quoi que ce soit. Je cuisinais pour donner du bonheur, pour créer du lien. Ma cuisine était redevenue une source de joie pure. J'avais transformé ma plus grande blessure en ma plus grande force. J'étais enfin libre, aligné, et profondément en paix. Je pensais avoir laissé le passé derrière moi pour de bon. Mais un soir, un fantôme est revenu me hanter, sous la forme d'une enveloppe posée sur le comptoir. L'enveloppe était là, posée sur le comptoir en zinc de ma cuisine, à côté des factures du jour. Une enveloppe de papier crème, simple, avec mon nom et l'adresse du restaurant calligraphiée d'une écriture que je connaissais par cœur. L'écriture d'Antoine. Mon cœur a raté un battement. Pendant un instant, j'ai été ramené des mois en arrière, à une époque que je croyais révolue. Luc, qui était passé me voir après son service, a vu mon trouble. Il a regardé l'enveloppe, puis moi. « Tu n'es absolument pas obligé de la lire, tu sais, » m'a-t-il dit avec une infinie douceur. « Tu peux la jeter au feu si tu veux. » J'ai hésité. Une partie de moi voulait suivre son conseil, détruire ce dernier lien avec le passé sans même savoir ce qu'il contenait. Mais une autre partie, plus curieuse, plus forte peut-être, avait besoin de savoir. J'ai glissé la lettre dans la poche de mon tablier, et j'ai continué ma soirée, essayant de ne plus y penser. Mais je sentais son poids, comme une petite pierre contre ma hanche. Ce n'est que très tard dans la nuit, après le départ des derniers clients, après avoir tout nettoyé et tout rangé, que je me suis retrouvée seule dans le silence de mon restaurant. J'ai éteint les lumières, ne laissant qu'une petite lampe sur le comptoir. Je me suis servi un verre de vin, et je me suis assise à la grande table vide. J'ai sorti la lettre de ma poche. Mes mains étaient parfaitement stables. Je l'ai ouverte. Ce n'était pas une lettre de supplication, ni une tentative de justification. C'était une lettre d'excuses. Des excuses longues, maladroites par moments, mais qui, pour la première fois, semblaient sincères. Il ne cherchait pas à minimiser ses torts. Il les étalait, les nommait un par un. Il écrivait qu'il avait commencé une thérapie, qu'il essayait de comprendre les racines de sa peur du conflit, de sa lâcheté. Le silence assourdissant de la maison après ton départ m'a enfin fait entendre la violence de mon propre silence pendant tous ces mois, écrivait-il. J'ai compris que pour acheter une paix illusoire avec ma mère, j'avais vendu notre amour, ton respect, et finalement, mon âme. J'ai été un lâche, Chloé. Il n'y a pas d'autre mot, et je vivrai avec cette honte pour le reste de ma vie. Il me disait aussi que Martine était suivie par un psychiatre. Qu'elle commençait un long et difficile travail pour affronter ses démons, sa jalousie maladive, son besoin de tout contrôler. Il ne me demandait pas de lui pardonner, ni à elle, ni à lui. Il disait qu'il avait juste besoin que je le sache, pour lui, pour pouvoir peut-être un jour se pardonner à lui-même. Il terminait sa lettre en me disant qu'il avait entendu parler du succès fulgurant du « courage » et qu'il était, sans aucune amertume, profondément heureux pour moi. Il espérait que j'avais trouvé le bonheur et la paix que je méritais tant. J'ai lu la lettre une deuxième fois, lentement. Et à ma grande surprise, je n'ai ressenti ni colère, ni tristesse. Je n'ai même pas ressenti de la pitié. J'ai ressenti une sorte de détachement paisible. Leur histoire, leurs problèmes, leur thérapie, tout cela ne me concernait plus. C'était l'histoire de deux personnes étrangères. J'avais tourné la page si complètement que leur épilogue ne m'atteignait plus. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'y ai jamais répondu. Certaines conversations n'ont pas besoin de conclusion. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester pour de bon. Il ne s'agissait pas de pardonner ou de ne pas pardonner. Il s'agissait de me préserver. Aujourd'hui, le courage est bien plus qu'un restaurant. C'est ma maison, c'est ma force, c'est le symbole de ma résilience. Je suis entourée d'une équipe formidable, d'amis fidèles. Je suis heureuse. Un bonheur simple, solide, que j'ai construit de mes propres mains. Cette épreuve m'a presque détruite, mais elle m'a enseigné la leçon la plus précieuse de toutes.
On ne peut pas construire son bonheur sur les fondations fragiles du manque de respect. On ne peut pas attendre de quelqu'un d'autre qu'il soit notre bouclier. Parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse s'offrir, c'est le courage de partir. De quitter la table, même si l'on a passé des heures à préparer le festin. Les limites que nous posons ne sont pas des murs pour nous isoler, mais des frontières saines pour protéger notre bien-être, notre santé mentale, notre intégrité. Voilà, c'était mon histoire. J'espère de tout cœur qu'elle pourra résonner en vous et peut-être aider certains d'entre vous. Y a-t-il parmi vous des personnes qui ont dû se battre pour imposer le respect au sein de leur famille ou de leur couple? N'hésitez pas à partager un bout de votre expérience dans les commentaires, vos histoires comptent et peuvent aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Si vous avez été touché par cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important.